Bienvenue au 7e épisode de la sauce Bitcoin. Cette semaine, j'ai eu des super invités, soit Gabriel Cormier et Jonathan Bertrand, qui sont les deux cofondateurs de Decentral, une compagnie de mining québécoise qui est en pleine croissance et qui a un gros historique, un gros vécu. Donc, c'est vraiment une histoire inspirante de deux entrepreneurs québécois, puis j'espère que ça va vous inspirer beaucoup. Et pour le prochain épisode, j'ai invité Gustavo Flores, qui est le vice-président de Bull Bitcoin. Il va nous parler de Bitcoin Support en français et restez alerte parce qu'on va tout lancer le contenu de Bitcoin Support cette semaine en français, donc en espérant que ça vous plaise aussi. Donc, bonne écoute et bonne semaine. Bienvenue au 7e épisode de la sauce Bitcoin. Aujourd'hui, avec moi, j'ai deux entrepreneurs québécois en croissance. Je suis très excité à les interviewer aujourd'hui parce que je les connais depuis très longtemps. C'est Jonathan Bertrand et Gabriel Cormier, les cofondateurs de Decentral, une compagnie de mining au Québec, mais pas juste ça. Donc, bienvenue les gars, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Merci. Donc, juste donner peut-être un petit background de comment on s'est connus. Moi, je vous ai vu pour la première fois quand j'étais en train d'apprendre sur le Bitcoin. Ça fait très longtemps. Vous avez donné une présentation avec Francis Pouliot au Blockhouse sur le mining, une présentation très en profondeur. Puis à ce moment-là, il y avait aussi beaucoup de débats autour du mining au Québec. Mais je ne connais pas exactement c'est quand vous avez commencé dans le Bitcoin. C'est quand vous avez commencé dans le mining. Fait que si vous pouvez un peu donner un aperçu là-dessus. C'était environ en 2017 là, quand je vous ai connu. Donc, juste pour donner un contexte à la situation. Ben, dans le fond, c'est sûr que comme beaucoup de monde, si on s'est lancé, nous, on s'est lancé le 6 octobre 2016. C'est la fondation là, de technologie décentrale. C'est sûr que comme beaucoup de monde, avant de se lancer là-dedans, on était déjà dans l'espace. Donc, je dirais qu'on gagnait déjà beaucoup de maturité puis qu'on participait déjà un petit peu là, plus dans l'espace. À ce moment-là, la communauté était pas mal plus petite à Montréal, mais on rencontrait déjà Francis là, à quelques reprises en 2015. Je pense qu'on a commencé, évidemment, là, la manière la plus simple de commencer le mining à ce moment-là, c'était des GPU. On avait commencé à miner un peu l'Ethereum, évidemment. Mais ça l'a vite scalé où est-ce qu'on s'est acheté un S9. Dans le fond, ici en Amérique du Nord, comme tu sais, on utilise des plugs qui sont 110-120 volts. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était acheté des power supply VGA 1600 watts qui sont capables de rouler là-dessus, qui sont assez efficaces pour feeder, dans le fond, un S9 à partir du 110. On se l'est mis dans notre plug de micro-ondes. À ce moment-là, moi puis Gabriel, on était colocataires. Quand on s'est mis un S9 à la place du micro-ondes, c'était extrêmement bruyant, puis on s'est vite rendu compte du besoin d'avoir une Ouais, on l'entendait dehors. Yes. Puis à ce moment-là, ben, il n'y avait pas les solutions qu'on a aujourd'hui pour nerf, si on veut, le son des machines. Donc, on s'est mis à regarder pour un local. Puis, ben, après l'acquisition d'un local, on s'est mis à regarder pour plus de machines, etc. Donc, c'est comme ça que l'histoire a commencé, un peu comme tout le monde, je pense, qui se met les pieds dans le mining. Où est-ce que l'idée, ben, ça a été un premier local. On a maxé, dans le fond, notre capacité électrique, puis d'espace, dans le fond. Ensuite de ça, un deuxième, un troisième et un quatrième. L'avantage de l'endroit qu'on avait choisi auparavant, qui était à Joliette à ce moment-là, c'est que c'était modulaire. Donc, on pouvait justement juste étendre, dans le fond, nos locaux au fur et à mesure que le besoin arrivait. Puis, on était voisins. On avait Hydro-Québec à 50 mètres. Là. On était les voisins d'Hydro-Québec, de leur poste de distribution. Donc, on s'est dit, écoute, si jamais justement ça va où est-ce qu'on pense que ça peut aller, ces choses-là. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, les Bitfarms de ce monde, c'était même pas encore revealed. Ça n'existait pas. La perception du public, ça n'existait pas. On savait qu'il y avait des gens avec beaucoup de machines, mais on ne savait pas c'était quoi l'ampleur non plus. Donc, tout était gardé très secret. Donc, on était parmi les premiers ici au Québec, en tous les cas, à dire comme « Hey guys, nous autres, on est là, on a des machines, puis on aimerait ça offrir des services dans cet espace-là. » Évidemment, ce n'était pas aussi mature que notre offre de service aujourd'hui. Puis, donc, il n'y avait pas la même philosophie qu'aujourd'hui, c'est sûr. Mais c'est là que ça a commencé. On a commencé à participer, comme tu sais, au meet-up où est-ce qu'avec Francis, on a fait des présentations au Blockhouse. On s'est mis à carrément partager les secrets du moment. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas grand monde qui disait combien de CFM qu'il te faut par machine. Il n'y a pas grand monde qui disait l'ampleur de la consommation que ça représente.
Il n'y a pas grand monde qui te disait, dans le fond, là, comment entretenir, comment setter ton network, etc. Donc, on est content d'être dans les premiers qui l'ont fait, qui ont montré, puis qui ont pu pousser des gens à essayer de le faire eux-mêmes. La malheureuse chose dans tout ça, c'est qu'ici au Québec, comme tu le sais aussi, parce que vous l'avez vécu vous-même, la gang de Verify là, qui a rejoint Bull Bitcoin, vous aviez, avant, je ne me rappelle pas du nom de votre compagnie, mais vous étiez aussi involved dans le mining. Ouais, on avait une compagnie qui s'appelait MiningX. À notre pic, on avait environ 100 machines. On avait installé 2 gros ventilateurs, là, 30 000 CFM dans une salle. Yes. On a fait ça. On a installé le système électrique, là, fait que vous savez un peu combien ça coûte tout ça, là. Ça nous a coûté Yes. quand même un bras. Puis comme justement, je voulais en parler un peu du passé encore, là, on va passer au présent bientôt. Mais il y avait un moratoire dans le temps en 2017-2018 qui a été imposé par la Régie de l'énergie, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait beaucoup de demandes supposément au niveau du mining par des compagnies étrangères. Fait que là, le gouvernement il pensait qu'il allait déborder. Puis bon, peut-être aussi à cause que le gouvernement québécois, d'habitude, il n'aime pas ça des entreprises privées qui ne demandent rien, qui ne demandent pas de subvention, rien. Les mineurs, ils ne demandaient absolument rien. Fait que, il y avait un moment où il y avait beaucoup d'incertitudes. On avait tout de prêt pour rouler, mais on n'avait pas le goût d'Hydro-Québec. Fait qu'à un moment donné, on a juste décidé de fermer la mine, de tout vendre à perte, malheureusement. Mais moi, je suis très content que vous avez survécu malgré tout. Est-ce que vous pouvez raconter un peu comment vous avez passé cette période difficile? Comment c'était? Est-ce que vous avez assisté aux audiences de la Régie de l'énergie? C'est quoi votre opinion par rapport à tout ça? Je vais faire je vais expliquer ma perspective, puis après ça, je laisserai la chance un petit peu à Gab aussi là, d'expliquer la sienne. Ce qu'il faut se rappeler, là, c'est que nous, on faisait aussi déjà à ce moment-là, divers services de consultation. Donc, il y avait d'autres mines comme toi qui étaient en train de se lancer, on a vu beaucoup de personnes, dans le fond, perdre dans toute cette histoire de moratoire, qui effectivement là, avait été mis en place par le ministre de l'Énergie du moment, qui était le ministre libéral Pierre Moreau. On a participé effectivement aux audiences de la Régie de l'énergie. On a eu une certaine influence dans les résultats aussi, soit au travers de Décentral avec des dépôts, dans le fond, d'informations, soit au travers de Fluxys, une compagnie qu'on a achetée qui a aussi, là, dans le fond, qui avait un avocat attitré là, au dossier pour essayer de faire valoir dans le fond, la perspective des plus petits mineurs, des PME surtout. Notre focus il était là parce que nous, on est une PME, puis notre focus, nous, avec Décentral, ça le dit dans le nom, c'était de décentraliser le mining. À ce moment-là, le mining était très concentré en Chine. Bon, aujourd'hui, la réalité a changé, mais à ce moment-là, on voyait ça comme une menace. L'idée, c'était vraiment là, de dire, hey, ici au Québec, là, c'est l'Eldorado du Bitcoin, venez, comme on va utiliser nos ressources, sont déjà ici. Le Québec cherche tout le temps à exporter son énergie un petit peu partout. Puis pour moi, miner du Bitcoin, c'est l'exporter avec des avantages, dans le sens que du point de vue de l'État, tu exportes ton énergie, tu as les emplois quand même qui sont sur terrain, tu as les impôts quand même qui sont sur terrain, les compagnies, etc. Donc, tu sais, dans le fond, tu fais bénéficier du talent québécois, etc., ce qui pourtant, dans les philosophies québécoises, il me semble que ça devrait être extrêmement compatible. Il me semble que le mining devrait être super valorisé. Je pense qu'il y a encore aussi beaucoup d'éducation qui doit être remise au public. Bref, pour répondre un petit peu plus précisément à ta question, effectivement, ça a été des temps difficiles. Il a fallu qu'on fasse des concessions. Il a fallu qu'on se départisse un petit peu d'actifs de notre compagnie personnellement qu'on détenait. Donc, on est rendu plus maintenant dans la compagnie. On a pu, avec ce renouveau de capital-là, chercher des investissements comme par exemple la compagnie Fluxys qu'on a acquérie. Pourquoi cette compagnie-là est intéressante pour nous, c'est qu'elle avait un droit acquis de 1 MW avec Hydro-Québec. Donc, comme nous, on était installés, écoute, au moment où le moratoire est tombé, on avait un projet de 8 MW, un projet de 5 MW, puis un projet de 1 MW avec différents acteurs, dans le fond, dans lesquels on avait tous, dans le fond, on avait tous des shares des projets. Tout ça, c'est tout à cause du moratoire. Donc, ça a été une chute très, très drastique et violente pour nous. Cela étant dit, avec l'achat de Fluxys, on a pu se repartir. On a déménagé nos opérations de Joliette à Granby. Puis, de là, on a monté notre centre actuel de 1 MW, qui est un centre, là, honnêtement, state of the art. Là. On a 800 pieds carrés, il est fait en hauteur. Tu as juste 2 corridors. Tu as l'air froid qui rentre, les machines, l'air chaud qui quitte. That's all, il y a de la place pour une personne par rangée. C'est essentiellement comme un container en building.
Donc, super, super efficace. L'efficacité énergétique de notre setup est vraiment le maximisé. Donc, évidemment, avec ce volet-là, ben, le mining, ça l'a repris. On a fait, comme on le faisait déjà dans le temps, des services d'hébergement en plus de notre top mining à nous. Puis, ben, on a continué à chercher à répondre à des besoins que nous-mêmes, on avait. Donc, j'avais des piles de hashboard qui commençaient à stacker, des S9, des L3, etc. À ce moment-là. Donc là, j'ai commencé à me dire, bon, ben écoute, ces boards-là, de toute manière, ils valaient plus beaucoup cher à ce moment-là, du moins au cours du marché du moment. Donc, je me suis dit, écoute, j'ai pas rien à perdre à essayer de jouer avec ça. J'ai un gros background en cybersécurité, moi, mais pas vraiment en électronique. Mais malgré tout, j'ai réussi en me mettant la tête là-dedans à vraiment comprendre les fondamentaux, puis finir par comprendre les fondamentaux des circuits même du mining. On a engagé dans le fond du talent là-dedans pour mieux comprendre dans le fond ce qui nous manquait dans tout ça. Puis on a fini par assembler tous les morceaux du puzzle. Puis là, ben, c'était un besoin que nous, on avait. On s'est dit, on va l'afficher, on va laisser les gens savoir que maintenant, on est capable de réparer nos boards. Puis là, ben, la demande, elle a juste explosé. Là, le nombre de. On s'est rendu compte, on s'est mis à faire des études de marché aussi. On s'est rendu compte. Au moment, la première étude de marché que j'ai faite, c'était par rapport à la 17e série. J'ai fait des estimations, puis je n'étais pas sûr d'y croire, mais là, maintenant, je peux te confirmer que j'y crois. J'estimais à ce moment-là environ 120 000 hashboards de brisés dans le monde. Puis, je te garantis, c'est absolument une réalité. Donc, Gabriel, peut-être je te remets la parole pour que tu puisses expliquer un peu ta perspective de comment ça s'est vécu. Yes, ben c'est sûr que Jonathan est tellement allumé, explicite que des fois c'est difficile de mettre une cerise par-dessus son sundae. Mais peut-être pour répondre à la question que Joe a moins répondu, on a participé vraiment activement là, aux audiences de la régie. Surtout, je veux dire personnellement, là, autant moi puis Joe, surtout pour les premières. Là, ensuite, ça s'est tiré pendant des années. Puis là, comme Joe disait, à travers notre filiale Fluxys qu'on a acquise là, essentiellement pour le droit du 1 mégawatt. Mais à travers cette filiale-là, il y avait déjà un avocat qui était impliqué aux audiences de la régie pour défendre les plus petits miners, les miners de moyenne taille. Fait que nous, on a poursuivi, dans le fond, dans cette idée-là avec lui. Mais sinon, dans les premiers jours des audiences, où dans le fond, c'était là que c'était le plus médiatisé, c'est là qu'il y avait le plus de débats. Je pense que l'avocat de Bitfarm a fait un monologue de 2-3 heures un moment donné pendant les audiences. J'exagère peut-être, mais je sais qui était super, super impliqué, puis que Bitfarm avait offert une belle défense dans les premiers jours. Mais dans le fond, nous, on s'est présenté personnellement, moi puis Jonathan, on a été parler devant les régisseurs, essayer de défendre, de défendre les points de la communauté, des mineurs. Aussi, essayer de démonter les arguments d'Hydro-Québec. Les autres parlaient de 18 000 mégawatts de demande. Puis moi puis Jonathan, on avait fait les calculs avec la puissance de calcul du réseau, puis ensuite comparativement, soit à ce que ça produit un S9 comme puissance de calcul ou même, mettons, un S7, puis là, on faisait des fourchettes de possibilités de consommation électrique totale du réseau. Puis, en fait, on démontrait aux régisseurs que le 18 000 MW est complètement exagéré, que c'est spéculatif. C'est probablement des gens qui veulent valoriser leur building, et ainsi de suite, qu'il n'y a pas de réel danger pour l'approvisionnement énergétique du Québec. Je pense qu'ils ont pris en note nos commentaires, mais ça a resté ça, une note pour l'instant. Jusqu'à ce que finalement, là, cette année, on ait une réglementation plus complète là, pour le mining au Québec. Puis, ben, comme Joe dit, nous, on avait beaucoup de projets à ce moment-là, dont des projets en co-venture avec d'autres gens qui sont des projets plus importants de, par exemple, 5 MW, mais on avait notre mine à nous qu'on voulait scale up à peu près 1 MW. Tout ça s'est tombé à l'eau à peu près dans les mêmes 2 semaines. Fait que ça a été un coût quand même vraiment difficile. On a réussi à passer à travers avec l'apport d'investisseurs, puis un peu d'ingéniosité aussi. Puis là, maintenant, on a tout transféré, comme Joe dit, là, sur la Rive-Sud, à un nouvel emplacement. Puis là, je suis très fier de notre mine actuelle, que j'ai mis beaucoup d'implications personnelles pour amener à son état actuel. Puis je pense qu'on a quelque chose de très intéressant. C'est pas juste l'évacuation de la chaleur, mais toute une gestion logique de la chaleur aussi avec des recyclages de chaleur pour normaliser aussi en période froide la rangée froide, dans le fond, pour pas qu'on se trouve avec des chocs thermiques où, dans le fond, la température drop dans les -10, -15 dans la rangée froide. Ce que tu veux pas, ou même, à la limite, tu pourrais péter des pipes d'eau puis des trucs comme ça quand il fait trop froid. Fait que c'est le genre de trucs que tu veux éviter, un excès de froid là, dans ton building. Puis,
Mais c'est ça, comme Joe disait, ça a été éprouvant, mais on en est, comme les Saiyans dans Dragon Ball, on en est ressorti plus puissant à l'article de la mort, tu sais. Puis maintenant, ben, la demande, la réparation a pris beaucoup, beaucoup de place dans notre offre de service, au sens que c'est définitivement quelque chose qui manquait, surtout en territoire nord-américain pour la communauté. Puis les gens, je veux dire, on se fait appeler, je ne sais même pas combien de fois par jour pour des demandes de réparation et même d'hébergement, mais la réparation prend une grosse, grosse partie de notre attention, puis de notre même chiffre d'affaires maintenant. Puis, donc là, comme Joe disait, nous, notre philosophie, c'était de participer à la démocratisation du mining, puis de rendre tout ça plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde, mais même aussi de servir des plus grosses entreprises. Puis je pense qu'on se cristallise vraiment en tant qu'institution au Québec où les gens peuvent se retourner pour des conseils, du matériel, un endroit de confiance dans le fond. Puis c'est ce qui manque un peu, je pense, côté mining dans l'industrie en général, là. Mhm. Je ne savais pas pour Fluxus, je m'appelle Fluxus nous avait approché là, pour faire partie des groupes de petits miners qui allaient comme agir ensemble. Mais nous, on a finalement décidé de fermer, là, ce qui était assez une bonne décision pour nous. Là, mais vous, je suis content que vous n'avez pas fermé. Vous avez dit beaucoup d'informations. Fait que là, est-ce que vous êtes pas mal le seul centre de cette taille-là qui fait de la réparation de ASIC au Québec? C'est quoi les challenges avec ça? Comment vous faites venir les pièces extra que vous avez besoin? Y a-t-il des problèmes de livraison à ce niveau-ci également? C'est comment vous avez établi ce service-là au fur et à mesure? C'était-tu... Ouais, c'est ça. C'est comment vous avez fait? Ben, dans le fond, encore une fois, beaucoup de travail, beaucoup de motivation. C'est de ne pas lâcher. Il y a tout le temps des challenges, puis c'est de passer d'un challenge à un autre. Ça a commencé quand même là, relativement modeste, parce qu'on achetait des petites quantités de chips. J'ai commencé, puis un peu comme avec toutes les choses. Hein, aujourd'hui, on a un gros réseau. On connaît plein de gros mineurs, tout ça. On a des canaux directs avec des CEO de compagnies publiques. Donc, tu sais, le networking, dans le fond, a fait son effet. Puis c'est un peu la même chose avec l'acquisition de pièces. Donc maintenant, j'ai un gros réseau de brokers qui sont situés un petit peu partout, Singapour, Shenzhen, etc. Les grosses agglomérations, dans le fond, de ce genre de pièces-là. Parce qu'on parle vraiment là, de petites pièces comme par exemple, des chips qui vont ressembler à ça ici. Là. Donc, c'est pas le hashboard. Des fois, le monde, il parle de services de réparation. Ils vont parler vraiment d'échanger un hashboard qui marche pour un autre. Nous autres, c'est vraiment là, on dessoude la composante du hashboard qui ne fonctionne pas, on la change, puis le hashboard, il remarche. Donc, aussi, on sait que les narratifs environnementaux sont quand même assez importants de nos jours. Mais je pense que ça, justement, ce service-là qu'on offre, il va exactement en ce sens où est-ce qu'on prend de la technologie qui aurait été jetée, puis on y redonne une autre vie. Là. Donc, pour l'acquisition, pour l'approvisionnement, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. C'est une question de networking. Plus que tu travailles là-dedans, plus que tu échanges avec des gens, plus que tu trouves c'est quoi les réelles sources. Tu arrives à couper le plus possible les marges, dans le fond, que chacun des tiers se prenne quand tu fais plus affaire avec des magasins, des trucs comme ça. Le service en tant que tel, ben, comme je te dis, ça a été une question d'au début apprendre. Donc, moi, j'ai passé, là, puis il n'y a vraiment aucune exagération dans ça. J'ai dû passer des 60 à 80 heures par semaine à juste étudier mes boards, comprendre comment ça marche, acheter de l'équipement, essayer une affaire, commencer avec le multimètre, après c'est l'oscilloscope, comprendre, voir ton signal, comprendre la shape de ton signal, comprendre comment il traverse, qu'est-ce que chacune des pièces font, qu'est-ce que chacune des composantes font, tu viens qu'à voir un peu la logique. Puis à un moment donné, tu regardes le board puis tu comprends, c'est comme un courant d'eau, puis tu vois par où les choses passent, puis tu es capable de juste pinpoint où ton problème, puis de le régler là. Ensuite de ça, ben, ça a été une question de croissance, une question de scaler up. Donc, on reçoit X nombre d'appels. Bon, parfait. Puis, on voit qu'on répond à un besoin aussi. Donc, après ça, on se met aussi à être plus visible, à travailler sur notre visibilité par rapport à ce service-là, parce qu'on sait qu'on répond à un besoin. Une autre question que tu avais, c'est est-ce qu'on est les seuls au Québec? À ma connaissance, on est le seul centre de réparation au Québec. Du moins, on est le seul qui est visible. À ma connaissance, on est le seul centre d'importance au Canada. Puis, je connais un seul autre centre, dans le fond, qui est au moins de l'importance qu'on a, qui s'appelle HM Tech, qui sont situés aux États-Unis. D'après moi, ils vont réussir à aller chercher justement beaucoup de parts du marché américain. Mais cela étant dit, on reçoit quand même des boards là, qui vont venir des États-Unis, quand même des machines, des appels constamment.
Donc, nous, ben, on est un peu sur une mentalité, là, on ne s'en cache pas, on est sur une mentalité de prendre un peu l'oxygène de l'Amérique du Nord. Puis, on ne vise pas moins que ça. Donc, tu vas m'entendre sûrement souvent le dire, souvent, mais c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup puis que les dernières années m'ont beaucoup solidifié en tête. C'est une question d'ambition. Si tu as l'ambition puis tu ne lâches pas, tu persévères, ça va marcher. Super. Gab, tu as dit que les réglementations au niveau du mining sont un peu clarifiées dernièrement. Je sais qu'à la fin du moratoire, bon, il y avait un certain bloc qui était attribué, je pense 300 mégawatts. Je ne me rappelle pas les détails si il y avait un prix un peu plus élevé. Mais bon, il fallait évidemment appliquer puis se faire accepter dans le bloc. Ça devait être, ça devait être relativement difficile peut-être. Puis là, je sais que tout récemment, il y avait peut-être eu des changements parce qu'ils ont peut-être réalisé qu'il y a seulement une fraction du bloc dédié qui a été sollicité. Donc peut-être qu'ils se sont dit, bon, on a peut-être pas réussi ça, puis on a fait fuir du monde. Est-ce que j'ai tort ou c'est ça qui est arrivé ou c'est quoi la dynamique? C'est ce que je pense aussi. En même temps, leur moratoire, ils l'ont imposé un peu en même temps que le marché a crashé en 2018. En même temps aussi qu'il y avait des explosions de difficultés. Fait que ça devenait vraiment moins intéressant pour les gens de venir s'installer aussi, surtout avec les conditions qui s'ajoutaient du côté d'Hydro-Québec. Pour ce qui est des tarifs, dans le communiqué de la régie dernièrement, il n'y a pas question que les tarifs soient supérieurs à ce qui est déjà mis en place pour du commercial ou de l'industriel, le tarif M, tarif LG, qui sont généralement les tarifs pour ce 16 d'activité-là. C'est le même tarif que tout le monde au sens commercial. Par contre, il y a des conditions particulières comme le besoin de délestage. Donc, Hydro-Québec vont nous contacter puis ils vont nous dire, par exemple, on est en période de pointe, on a besoin d'énergie pour monsieur, madame, tout le monde, fermez. Vous avez 2 heures pour fermer, puis on vous recontacte dans une couple d'heures quand vous pouvez relancer. Puis là, nous, on envoie quelqu'un à la mine ou on ferme à distance, peu importe, le dépendamment de Est-ce que ça arrive souvent, chacun ça, ou fonctionne. ça arrive souvent? C'est l'hiver, ça dépend de l'hiver, puis ça dépend, t'es situé où t'es situé où dans le réseau. À Granby, ça se passe bien. Sur la rive sud, on n'a pas eu excessivement de demandes de couper, mais on a eu des contrats dans une mine d'environ 5 mégawatts dans le bout de Joliette. Puis le réseau à Joliette est définitivement surchargé versus ce qu'on peut expérimenter sur la rive sud. Fait que là, on avait des demandes de délestage assez fréquentes, puis pendant assez longtemps, puis ça faisait du jeu de on-off, 90% off, 80% off, 70% off. Ah, tu peux relancer, ah, referme tout. Puis là, ça jouait tout le temps comme ça, fait que c'est un petit peu difficile à suivre. Puis dans ce cas-là, c'était une bonne gestion, là, la gestion du délestage, je vous dirais l'hiver dernier pour ce contrat-là, mais ça dépend vraiment de où tu es situé là, sur le réseau au Québec. Puis à Joliette, c'est-tu parce que Bitfarm est là puis il prend déjà une bonne partie de Non, l'énergie? à ce que je sache, Bitfarm sont plus sur la rive sud, justement, là, OK. dans les cantons de l'Est, ils ont dans Coinsville, c'est dans ces coins-là qui sont, si je fais pas erreur. Je pense pas. Si je fais pas erreur. La consommation énergétique de la ville de Joliette en tant que telle en hiver est quand même proche de leur pic, de ce qu'ils sont capables de distribuer. Il n'y a pas beaucoup de jeux là-bas. C'est ça qui explique le délestage là-bas. Il y a aussi tout ce jeu de Hydro-Québec puis les municipalités. Puis Hydro-Québec, dans le fond, va donner de l'énergie aux municipalités, puis ensuite les municipalités les redistribuent. Fait que là, dans le cas de Joliette, c'est Hydro-Joliette. Fait que là, Hydro-Joliette, eux, ont une capacité de comme 70 mégawatts à leur centre de distribution. Fait qu'aussitôt qu'on arrive, là, mettons, proche de 65 mégawatts, mais là, ils demandent de fermer parce que là, il leur reste un tout petit jeu d'électricité, tu sais. Fait que là, l'hiver, tu sais, eux autres sont presque tout le temps en haut de 60 mégawatts. Fait que comme c'est. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'avais accès, je pouvais voir justement, là, les Hydro, ils partageaient avec nous comme l'état de Hydro-Joliette. Dans le fond, tu peux voir, on était presque toujours en haut de 60 mégawatts. Puis là, à chaque fois que ça montait autour de 65, là, ils nous envoyaient des textes, OK, fermé, 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 fermé. Fait que, mais pour Bitfarm, je ne pourrais pas dire leur situation, mais je m'attends à ce que sur la rive sud, ce soit moins pire. Qu'est-ce que vous percevez de Hydro-Québec plus en matière générale? Je sais que, justement, s'il y a une telle demande au niveau international, peut-être même pas juste pour du mining de Bitcoin, mais des data centers, puis il y aurait eu la possibilité de faire des barrages additionnels pour construire
avoir plus de capacité en général, mais on dirait que ça stagne un peu à ce niveau-ci. Je m'inquiète un peu parce que je sais que Hydro-Québec, c'est quand même une compagnie de renommée mondiale là, au niveau de l'hydroélectricité, de ses experts, de son ingénierie. Mais j'ai l'impression que si il y a une période où pendant 20, 30 ans, 40 ans, il y a peu d'innovation, puis c'est juste comme, OK, ben, il faut arrêter de trop consommer, puis plus se concentrer sur euh, manager l'électricité que d'en fournir plus. Est-ce que vous avez une vision par rapport à ça? C'est quoi que vous percevez de ça? Si je peux me permettre, je pense que le focus sur la décroissance, c'est une énorme erreur qu'on fait tous ensemble. C'est pas propre au Québec, c'est propre au monde entier en ce moment. C'est un petit peu le narratif actuel. Je pense que le focus devrait être sur réduire nos externalités négatives. Donc, si on pense que le carbone en ce moment est quelque chose à éliminer, bon, on devrait travailler à l'éliminer. Puis pour le faire, dans le fond, on devrait justement favoriser la croissance économique pour qu'on soit capable de prendre une portion de ce trésor-là, puis de l'assigner à la recherche pour nullifier notre impact, dans le fond, notre externalisation négative. Donc, le narratif de décroissance, je trouve ça absurde, puis, la seule manière, ça peut juste finir avec les gens qui perdent, dans le fond, dans leurs conditions de vie. Donc, définitivement, c'est pas quelque chose que j'aime voir. J'ose croire, par exemple, que comme plusieurs choses, il y a des pushes momentanés, mais éventuellement, on finit par, les données vont faire leur chemin, puis éventuellement, on va voir au travers de tout ça. Pour ce qui en est de Hydro-Québec, oui, c'est une énergie qui est super abordable, qui est aussi justement bien vue du côté environnemental. Donc, il y a eu pendant l'appel d'offres, parce il y a deux volets dans le fond à tout ça aussi là, avec Hydro-Québec post-moratoire. Il y a eu le volet appel d'offres où effectivement ça n'a pas été populaire, notamment avec les raisons que Gabriel a citées tout à l'heure, où est-ce que il y avait aussi la difficulté qui explosait puis les cours qui étaient rendus pas mal moins intéressants. Donc, c'est sûr que ça en a freiné une partie. Ensuite de ça, le 18 000 MW de demande qu'il disait avoir reçu, mais ce 18 000 MW-là, c'est tout simplement un portail en ligne que des bots, essentiellement, auraient pu aller faire des demandes. Ça, il y a plein de monde aussi, on le sait, parce qu'on reçoit des appels constamment comme ça, de monde qui se disent « Hey, j'ai 500 MW ou je vais demander 500 MW », comme si c'était rien, parce qu'il y a une grosse méconception, dans le fond, de ce que c'est réellement 500 MW. Donc, n'importe qui peut aller sur ce portail-là, dire « Je veux 500 MW, voilà mon nom, submit », puis eux, ils ont pris ça, puis ils ont dit « Hey, on a 18 000 MW de demande ». Avec l'appel d'offres, il fallait que tu donnes un plan d'affaires, il y avait beaucoup plus de renseignements à donner, donc ça l'a automatiquement narrow down à juste des demandes qui sont sérieuses. Puis, il y a beaucoup de demandes sérieuses qui ne voulaient plus demander. Même nous-mêmes, en fait, on a préféré acheter Fluxys que de faire une demande au travers du processus d'appel d'offres parce que c'était complètement absurde. C'est hyper compliqué pour des gens comme nous qui n'ont pas nécessairement, à ce moment-là, en tous les cas, pas tous les moyens de faire le démarchage là-dedans. Pour nous, ça implique mettre des frais légaux, ça implique plein de frais de plus qui enlèvent de notre compétitivité puis de notre edge sur le marché. Donc, ce processus d'appel d'offres-là était complètement inintéressant, puis je pense que ça s'est vu par les chiffres. Là, par exemple, on arrive à un nouveau volet où est-ce que, ils se sont rendus compte effectivement que ce processus d'appel d'offres-là n'était pas intéressant. Ils vont réallouer, dans le fond, ce 300 MW-là, puis essentiellement, ça va être sur un principe de premier arrivé, premier servi. Ce bloc-là à signer, c'est d'ici la fin du premier quartile de 2022 qui va être assigné. Donc, tout le monde qui nous écoute maintenant, si jamais vous avez un plan, c'est live qu'il faut agir pour le Québec parce qu'après ça, essentiellement, ça va être coulé dans le béton puis on peut s'attendre à ce que ce soit inflexible pour un bon nombre de temps. Je pense qu'il y a un côté positif à ce truc-là, un petit peu. Évidemment, je ne suis pas en faveur de l'ingérence de l'État, mais je pense qu'il y a un côté positif avec ce qui s'est passé avec la Régie de l'énergie, dans le sens que là, on a vu, par exemple, la Chine où il y a eu un mining ban. Le fait qu'il y ait de la réglementation aujourd'hui qui vient encadrer le secteur du blockchain, du mining, etc., ça fait que cette industrie-là ne peut plus être balayée de la main aussi facilement au Québec parce que maintenant, il y a tout un précédent qui a été établi. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, essayer de dire finalement, le mining, on va dire non, ça ne marchera pas parce que ça fait 4 ans qu'on débat de comment on va faire marcher ça au Québec. Donc, il y a un aspect positif où est-ce que on s'est garanti, par exemple, de garder le mining qu'on s'est alloué ici au Québec. On s'est garanti que d'un point de vue légal, dans le fond, on ne va pas se faire évincer. Donc, tu sais, comme toute chose, il faut toujours regarder le bon et le mauvais. Je comprends.
Si je peux me T'as-tu quelque chose permettre. à rajouter? Absolument, oui. Ben, dans le fond, si je ne me trompe pas, ta question était plus spécifiquement par rapport à Hydro-Québec, puis le développement de l'électricité au Québec, la production, de la distribution. Puis, dans le fond, Joe l'a ramené un petit peu plus spécifiquement sur le mining. En général, ce qu'il dit, je suis assez d'accord. Puis, tu nous surprendras rarement, moi et Jonathan, être en désaccord, au sens que on est très proches, puis on gère la compagnie de manière assez consensuelle. Puis souvent, dans beaucoup de choses qui sont polémiques, on va avoir un débat rationnel entre moi et lui, puis c'est rare qu'on ne sera pas capable d'arriver à une position de consensus, entre nous deux du moins. Je donne les bonnes notes aussi sur les points de la décroissance. Je pense que c'est plus intéressant de poursuivre notre développement technologique, de comprendre mieux les externalités négatives, la pollution, ainsi de suite qu'on crée, puis essayer de transiger vers un monde où on produit plus de manière plus clean et non simplement de produire moins, puis dans une espèce de logique d'essayer d'arrêter le progrès ou d'arrêter la production. Je pense que c'est aussi néfaste et que ça va nous coûter cher à terme de poursuivre cette mentalité-là. Mais dans le cas d'Hydro-Québec, je pense qu'Hydro-Québec aussi, j'ai l'impression que la direction d'Hydro-Québec voudrait produire plus d'énergie, voudrait bâtir des barrages, voudrait exporter plus, voudrait encourager peut-être même la consommation industrielle au Québec, mais qui sont un peu enchaînés dans des problématiques. Je veux dire, bâtir des barrages, ça a quand même un impact environnemental au sens de l'impact sur le territoire, d'inonder des terres, des forêts, ainsi de suite. Dans le Nord, souvent, c'est des terres qui sont avec des réserves amérindiennes, fait que ça crée des tensions politiques. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ça qui bloque Hydro-Québec dans son expansion. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je suis un peu agnostique. Je ne sais pas trop où ça s'en va. Le la CAQ qui parle d'électrifier les transports, de rendre ça obligatoire dans les années 2030. Ça va demander un énorme pull sur le grid au Québec. Fait que, je vois mal comment on peut faire autrement que d'augmenter notre production électrique. Là, comment on va le faire? On dirait que partout où Hydro-Québec se tourne pour produire plus d'électricité, ils se font bloquer la route. En bien ou en mal. On a même fermé les centrales nucléaires qu'on avait au Québec. Les seules qu'on avait, on les a fermées. Puis une centrale nucléaire, on parle des affaires comme 500 MW, 1000 MW, comme c'est beaucoup d'énergie. Fait que ça, c'est beaucoup d'énergie qui part de notre capacité, effectivement. Ça fait quoi, 10 ans peut-être qu'ils l'ont fermé, 5 ans? Moi, je ne pourrais pas dire le time frame, mais c'est quand même relativement récent pour quelque chose de cette importance-là. De cette importance-là, mais dans tous les cas, je sais pas si c'est là que tu t'en allais là, par rapport à Hydro-Québec, mais je pense qu'ils n'ont pas le choix un peu de trouver des manières de produire plus. Puis je ne suis pas certain comment ils vont régler les problématiques, disons, éthiques, environnementales dans lesquelles ils se trouvent. Là, Ouais, je vous comprends entièrement. Là, c'est un peu frustrant là, du monde qui dit que consommer de l'énergie, c'est mauvais. Moralement mauvais, c'est comme c'est difficile de passer à travers. Ça manque de nuances, au moins. Ouais, c'est ça. Moi c'est ça, c'est que je me rendais pas compte de la chance qu'on avait au Québec de n'importe quel moment que tu as besoin d'électricité, tu allumes ton chauffe-eau, tu as toujours de l'eau chaude l'hiver, tu as toujours chaud chez toi, même s'il fait moins 30. Maintenant, moi, je vis au Mexique, puis il y a des pannes, même dans les meilleures villes, il va y avoir des pannes de temps en temps. L'électricité est super chère parce que justement, il n'y a pas ce genre d'énergie renouvelable, propre à utiliser en abondance à l'infini pratiquement. Fait que les Québécois devraient y repenser un peu puis essayer de pousser plus la croissance. Je pense que je suis d'accord avec vous. Là, c'est sûr, vous êtes Québécois, vous avez de la famille, vous avez des amis, vous habitez au Québec depuis très longtemps, mais évidemment, la scène de mining, d'un point de vue international, est en train de se jouer également. Donc, il y a plusieurs hubs, dont notamment Texas, qui est vraiment fort là-dessus, qui dit vraiment This is Bitcoin Country, inviter beaucoup les mineurs. Il y a toutes les inventions puis l'innovation au niveau du flare gas pour justement essayer d'utiliser des formes d'énergie qui auparavant étaient difficiles à exploiter d'un point de vue économique. Donc, est-ce que vous avez pensé à Outre-mer ou c'est quoi votre vision par rapport à ça en général? Là? Moi, écoute, je te dirais que oui, on y a pensé, surtout dans l'optique du moratoire. Puis là, 1 mégawatt, c'est bien beau, mais
ça se remplit rapidement. Puis ensuite, nos options au Québec pour s'agrandir, mettons, disons, à l'automne passé, étaient assez minces, au sens que, bon, ben, on est toujours dans cette espèce de moratoire où c'est vraiment difficile d'avoir une acceptation d'Hydro-Québec pour plus d'électricité. Fait qu'on pensait effectivement à Texas, à Alberta, surtout dans cette idée de flaring, là, ou d'aller récupérer le méthane, dans le fond, qui est pas monétisé là, sur les sites d'extraction de pétrole ou de gaz. C'est une belle forme, dans le fond, de recyclage d'énergie. Puis je pense que c'est un des beaux avantages de Bitcoin. Justement, les gens parlent beaucoup de l'impact environnemental de Bitcoin, mais plus je suis dans le domaine, puis plus j'approfondis ma connaissance technique, puis disons macroéconomique de l'impact du mining de Bitcoin, je me rends compte que plus que d'être un poids sur l'environnement, c'est une force à utiliser de l'énergie excessive ou gaspillée. Fait que je pense qu'il y a encore il y a beaucoup de manque de nuances dans ce narratif-là de Bitcoin est mauvais pour l'environnement, manque de compréhension, je pense. Mais oui, on l'a envisagé. Par contre, nous, on est des gens qui, moi puis Jonathan, on aime ça être proche de notre équipe. On travaille beaucoup en synergie. Puis, d'avoir des trucs qui sont à l'extérieur, loin de Montréal, loin de notre contrôle, ça nous met toujours un peu uneasy. On le considérait. Puis là, ben, boum, Hydro-Québec est arrivé avec la régie, en fait, là, avec leur réglementation. Donc, pour l'instant, on veut plus accentuer sur la possibilité peut-être d'étendre au Québec avec une deuxième ou même une troisième mine si les choses vont bien au courant de la prochaine année. Puis de focus aussi sur la croissance de notre offre de réparation qui demande vraiment beaucoup d'énergie puis d'implication. Donc, ça, c'est notre focus actuel. Puis, une fois qu'on aura, là, on a, disons, une deuxième chance pour du mining au Québec. On a beaucoup de travail à faire pour compléter notre offre de services de réparation, l'agrandir, le stabiliser, ainsi de suite. Donc, avant de s'expatrier, on veut renforcer notre situation ici au Québec. Puis là, par la suite, on n'est pas fermé à l'idée, mais en ce moment, on est plus dans une logique de maîtriser notre marché ici, puis de voir dans l'avenir comment les choses vont aller pour nous. Un petit ajout à ça, par exemple, c'est comme on disait tantôt, on fait beaucoup de plans de conception, même aussi de maintenance. Il y a des maintenances qu'on a faites un petit peu plus, qu'on fait un petit peu plus à perpétuité. Il y en a d'autres qu'on fait de manière contractuelle pendant une période de temps. Là, il y a beaucoup de dossiers de conception puis de maintenance qui se réouvrent pour nous. Donc, sans même compter nos mines à nous, dans le fond, il y a beaucoup de monde autour de nous qui, comme je te disais, il y en a qui ont été forcés à fermer, il y en a qui veulent se relancer, il y en a des nouveaux entrants. Il y a toutes sortes de personnes en ce moment qui veulent profiter de cette nouvelle offre d'énergie-là, dans le fond, pour justement redonner la deuxième chance au Québec. Donc, pour nous aussi, il y a ça, c'est que on a une grosse expertise, on a un gros centre d'expertise, dans le fond, qu'on a réussi à construire ici. Puis on arrive à aller, dans le fond, le monétiser de plusieurs manières. Où est-ce que nos gens, ils peuvent être chez nous dans le centre de réparation, ils peuvent être assignés à un projet d'aller installer des machines dans une nouvelle mine ou dans une mine qui fait un upgrade. De la même manière, quelque chose que presque personne parle dans l'espace, mais il y a beaucoup de mines qui peuvent se faire infecter. Il y a beaucoup de gens qui, dans le fond, justement, qui n'ont pas ce concept de cybersécurité. Puis, on en a vu là, des ASIC, il y a des virus désignés pour les ASIC, puis on en a vu des fermes de ASIC infectées. Quand on parle de 1, 2, 3, 4, 5 mégawatts, tu sais très bien le genre de chiffre que ça peut représenter. Quand tu as toute cette électricité-là qui continue à être brûlée, mais qui est envoyée dans les poches de quelqu'un d'autre, c'est un gros issue, donc ça demande des réponses immédiates. Il y a aussi, l'Alberta, comme Gabriel le mentionnait, tu dois être au courant, mais il va y avoir 1 million d'ASIC installés en Alberta en 2022. C'est BlackRock là, qui sont derrière ce gros investissement-là. Mais l'expertise, c'est nowhere to be found. Là. Il y a pas, les gens voient souvent comme le mining, comme brancher une machine puis la laisser rouler. Puis c'est vrai quand tu as une ou deux ou trois machines, mais c'est pas vrai quand tu as une opération de mining. Mais ça devient vraiment un autre game. Il y a vraiment tout un autre paquet de facteurs à prendre en compte. Puis au Texas, on a aussi des partenaires, dans le fond, qui en ce moment sont en train d'établir un projet de 12 mégawatts. Donc, dans le fond, nous, on va pouvoir offrir, dans notre portefeuille d'offres, on va pouvoir, au travers de nos partenaires, offrir, dans le fond, du référencement vers eux. Puis, c'est nous qui va contribuer au training du staff qui va être là-bas. Donc, on sait qu'ils vont être à nos standards de service, parce que ça, c'est une autre mission de Décentrale aujourd'hui, c'est d'amener les standards de l'industrie
à quelque chose, parce que présentement, les standards, quand on regarde les machines que les gens se font vendre en usager ou quoi que ce soit, c'est shameless. C'est carrément des fois de la fraude. Nous, on essaie vraiment là, d'arriver avec quelque chose qui est solide, de donner des garanties aux gens qui achètent du matériel usagé avec nous, etc. Donc, ouais, c'est mon petit ajout. C'est un bon ajout. Puis, effectivement, il s'en passe. Il y a tellement d'ébullition dans le domaine en ce moment. Puis là, avec la nouvelle de la régie, ça bouille encore plus à Montréal. C'est la course à l'énergie, ainsi de suite. Fait que c'est sûr que c'est ça. Notre attention est rivée beaucoup sur ce qui se passe ici, autre que d'appuyer nos partenaires qui sont à l'extérieur également. Mais on est plus sur une vibe d'étendre ici avant d'expatrier des centrales directement. Puis ensuite, comme Joe dit, on a des partenaires au Texas, des relations aussi, mettons, en Alberta, avec lesquels on peut travailler. Mais, bel ajout. Donc, si je comprends bien, vous avez assez de la job à la maison pour pas devoir y penser trop pour l'instant. Ben, c'est qu'on en anticipe déjà aussi beaucoup dans le sens de tous les clients avec qui on travaille en ce moment qui vont... Il y en a au moins quelques-uns là-dedans qui vont réussir à avoir leur demande. Ben, juste ça devrait nous garder, nous et notre équipe qu'on est en train de monter en ce moment, très occupés. Donc, mais malgré tout, je te dirais que les deux autres hubs dans ma tête en Amérique du Nord, ce serait l'Alberta puis le Texas. Puis c'est définitivement des choses qu'on ziote, mais on les ziote d'un peu plus loin. Où est-ce que notre involvement direct est présentement, c'est toujours au Québec. Je comprends. Bon, vous avez vraiment les mains dans la pâte, là. Vous jouez avec les machines techniques. Mais si on écoute des podcasts au niveau du Bitcoin là, qui va plus théoriser l'avenir, on parle vraiment d'une révolution technologique au niveau de l'énergie. Là, je pense à un exemple. Par exemple, en ce moment, les navires qui transportent le cargo, c'est souvent du mazout, c'est du pétrole très lourd qui contribue énormément à la pollution. Mais avec l'optique par exemple, de mining farm qui pourrait être sur le bateau, ben, on pourrait installer un réacteur nucléaire à la place qui auparavant était complètement trop cher pour un bateau de cargo. Donc, ce type de folie que les gens théorisent, est-ce que vous avez du temps pour penser un peu à cet avenir-là, plus poétique là, du mining, de l'énergie, de la transformation de l'énergie? Qu'est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça? Moi, j'aurais 100% un exemple là, super concret. Justement, là, dans mes contrats de cybersécurité puis de services informatiques là, précédemment, je me rappelle d'être allé à un aéroport une fois, puis d'être dans les gros hangars où est-ce qu'ils, dans le fond, qu'ils entreposent des avions. Puis je voyais en haut comme des éléments de four, si tu veux, mais géant. Ça utilise au total des centaines et centaines de kilowatts. Puis le but de ça, évidemment, c'est de garder les avions chauds l'hiver pour pas qu'il y ait de la glace qui se forme sur les avions. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, toute cette énergie-là de gaspiller. Tu sais, c'est drôle parce qu'on dit tout le temps, le mining, on dit, en fait, nos adversaires vont dire, le mining, c'est du gaspillage énergétique. Mais pour moi, c'est de produire de la chaleur sans mining qui est du gaspillage énergétique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu remplis le hangar de miner, puis dans le fond, tu viens de réussir à monétiser quelque chose qui était un coût pour toi avant. C'est fou, puis c'est fou qu'il y ait encore de la résistance auprès de certains propriétaires de se dire, de faire un investissement justement dans cet espace-là. Quand, le pire qui peut arriver, c'est que tu vas payer le même bill électrique. Là. Donc, c'est fou. Quand je regarde ces choses-là, je me dis, écoute, ça peut être un séchoir, ça peut être les sécheuses elles-mêmes, les laveuses. Il y a des gens qui ont commencé à expérimenter, beaucoup des hobbyistes, mais c'est comme ça que ça commence. Puis dans Bitcoin, ça a été beaucoup un bottom from top phénoménon, à l'inverse de ce que c'est naturellement. Puis on voit beaucoup d'hobbyistes qui chauffent leur piscine avec ça. On voit des hobbyistes qui maintenant se mettent une boîte à l'extérieur de la maison, passent un tuyau, puis qui envoient ça directement dans le système d'échange d'air. Ces choses-là, moi, ça me rend super excité. Puis je pense que justement, aussi d'un point de vue de décentralisation du protocole, décentralisation du réseau, ça va juste contribuer. Dans le fond, plus que le mining est proche des mains des particuliers, puis plus ce truc-là fonctionne, plus le concept se rapproche de ce qui avait été envisagé initialement. Le but, c'était un petit peu le vote du CPU. La nature des choses par l'efficacité, dans le fond, du matériel a fait que ça s'est centralisé un peu. Pas d'une manière que moi, je juge inquiétante, mais d'une manière qui est défavorable, je crois. Puis, on veut favoriser, dans le fond,
que le hash rate se ramasse le plus possible dans différentes mains, soit le plus difficile aussi à pinpoint. C'est dans un concept, dans un contexte comme par exemple où le mining en Chine a été banni. Bon, il y a toujours du mining en Chine. Il y a plein d'individus, justement, qui ont des 4, 5, 6, 7 machines de cacher dans une cabane ou quoi que ce soit. Ça n'arrêtera pas. Dans le fond, c'est pas ça qu'ils sont capables d'arrêter. C'est les grosses fermes de 100 mégawatts qui sont capables de venir cogner et de dire comme vous autres, comme on coupe la ligne, c'est fini. Donc, je pense que pour la pérennité du réseau puis pour la pérennité des détenteurs de Bitcoin, c'est vraiment souhaitable, dans le fond, que ce genre de technologie-là voit le jour. Puis je pense que ça va arriver parce que c'est logique que ça arrive. Ouais. Ouais, puis c'est quelque chose qu'on disait relativement tôt là, dans notre entrepreneuriat, dans notre projet, que dans le fond parle l'idée de Internet of Things, que tout soit interconnecté, mais ça fait du sens que essentiellement et éventuellement la majorité de ce qui produit de la chaleur, que ce soit un séchoir, une sécheuse, un four, ou pour chauffer des hangars d'aéroport, ou même réutiliser, comme tu disais, l'énergie d'un réacteur nucléaire sur un bateau, dans le fond, qui est un peu la même logique que ce qu'ils font les sous-marins, dans le fond nucléaire, mais de l'appliquer à un bateau, puis ensuite de réutiliser cette électricité-là pour faire du mining, dans le fond, puis monétiser l'énergie excessive du bateau. Ça fait beaucoup de sens. C'est quelque chose qu'on avait déjà discuté. Puis là, potentiellement que soit d'autres personnes le réalisent ou même que par-ci, par-là, ça se réalise, en fait, au moins partiellement. Puis, comme Joe dit, effectivement, avec le ESIC, avec les grosses mines, 5, 10, 50 mégawatts, on a vu une certaine centralisation du mining. Puis nous, un peu, c'est dans cette optique-là un peu qu'on a approché l'idée de colocation, d'hébergement. L'idée que, bon, nous, on va faire l'investissement sur un centre qui est quand même plutôt coûteux, puis ensuite de louer les espaces individuels aux plus petits mineurs pour qu'ils aient accès, dans le fond, à cette efficacité-là, d'avoir un gros setup puis de centraliser un petit peu les opérations. Fait que c'est dans cette optique-là qu'on avait approché, nous, l'hébergement. Puis je pense que oui. Je ne sais pas si le cas précisément du réacteur nucléaire fait du sens économiquement, mais je pense qu'en termes techniques, c'est pas impossible. Je suis très content que l'épisode tombe aujourd'hui parce que le all-time high du hash rate vient d'être réannoncé, je pense, il y a 2 jours ou 1 jour, suite à la migration de la Chine. Bon, c'est quoi vos prédictions un peu folles du hash rate? Comment vous voyez ça en relation avec les machines en ce moment? Là, ça fait un bout que je suis plus. Une fois que tu n'es plus dans le mining, tu sais que ça avance vraiment vite. On est rendu au S19, peut-être même plus loin, là, je ne sais même plus. Fait que la relation avec la nouvelle génération de machines, je sais que les S9 sont encore profitables, ce qui est un peu surprenant parce que je me rappelle quand nous, on faisait nos prédictions dans le temps, on donnait peut-être un 2-3 ans pour les machines, puis on estimait que ça allait se dépasser, mais bon, le prix a augmenté. Fait qu'il y a toutes ces dynamiques de différents facteurs qui jouent. Fait que si, encore une fois, là, je lance des questions un peu vastes, là, mais... Vas-y, allez, Joe. Vas-y. Je pense que par rapport au rebranchement de la Chine, je pense qu'il y a beaucoup en fait de cette augmentation, de ce retour au all-time high de difficulté qui vient en fait, tu parles de S19, je pense que c'est beaucoup des nouvelles batches de S19 qui se sont ramassés dans des mains potentiellement américaines, potentiellement sud-américaines, puis qui ont été branchées, puis qui nous ont ramenés à notre difficulté précédente, mais je pense pas que l'entièreté du réseau est back on. Je pense qu'il y a beaucoup de machines chinoises qui sont toujours down, puis qu'on a un potentiel d'augmenter encore en difficulté. Je pense que là, on arrive dans une limitation technique au sens où les centres sont pas prêts, les containers sont pas prêts, l'énergie est pas pluggée pour recevoir les machines. Ça, c'est une question de lag le temps que les gens réussissent à le faire, mais je pense qu'on a du jeu pour augmenter relativement facilement de potentiellement 20%, peut-être plus encore. Puis là, c'est de voir aussi qu'est-ce qui se passe au TSMC, puis la production des chips, puis des machines, de voir est-ce qu'ils vont être capables de catch-up, ce qui pourrait nous donner encore plus d'augmentation de difficulté. Fait que, l'avenir est toujours difficile à prévoir. Nous, on a différents modèles qu'on a montés, puis on se base souvent sur qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, puis essayer de projeter
l'avenir avec les données average historiques pour nous donner une idée, puis bâtir des différentes fourchettes de possibilités. Puis, je perds un peu mon idée. Les S9, oui. Tu parlais des S9. Tu sais, moi et Joe, c'est drôle parce on en a débattu longtemps. Puis, je pense que la position de Jonathan était plus rationnelle que la mienne, au sens, tu sais, ça se fait dépasser, puis dans pas long, tu sais, on les verra plus miner. Puis moi, j'avais une position plus spéculative du type, ben, si on hit un bull market, un peu comme on a vu en 2017, moi, je te bête que les gens vont reploguer leur S9. Puis, ben, aussi, on a eu, par contre, tu sais, cette espèce d'événement attendu ou inattendu, difficile à dire, que les mineurs de Chine se fassent kick-out. Puis, dans le fond, que ça a donné un gros drop de difficulté, ce qui a comme, en fait, augmenté l'incitatif de reploguer les S9 pour ceux qui en avaient encore, tu sais, dans leurs mains. Si je peux ajouter, ce mining Ouais. era-là est vraiment particulier aussi. C'est vraiment comme aucun autre avant. Bon, c'est sûr qu'il y en a juste eu 3 autres avant. On est dans le 4e, mais il y a une particularité qui est venue avec justement essentiellement trop de range dans l'économie globale. Donc là, en ce moment, il y a des shortages de chips mondiaux. La demande de chips fait juste augmenter. Elle augmente dans des secteurs économiques qui sont présentement toujours plus importants que le nôtre. Donc, on est quand même un petit peu, on est quand il y a de la place, on va faire des chips pour vous autres, les mineurs. Donc, il y a quand même un gros contexte de lag de ce côté-là aussi. Donc, comme Gab le disait, il y a un lag en ce moment attendu qui est de l'accès à l'énergie, l'accès au building, dans le fond, la migration de machines, la réception des machines qui avaient été achetées. On a vu là, les compagnies publiques, justement, se sont suivies à elles. Tous leurs rapports, généralement, sont disponibles publiquement. Puis, on l'a vu, là, eux autres, ce qu'ils achètent, c'est des S19, des M30, des M30S, des S19 XP, etc. Donc, c'est définitivement de la nouvelle génération qui est branchée ici en Amérique du Nord. Puis c'est probablement ce qui a permis, dans le fond, à ce qu'on récupère du ban aussi rapidement. Parce que sans ça, si c'était 1 pour 1, ça nous aurait pris 18 mois, tant qu'à moi, reconnecter tout ça. Il y a vraiment une question qu'en ce moment, l'efficacité énergétique des nouvelles générations a permis aux compagnies en Amérique du Nord qui se préparaient déjà à faire des branchements de rattraper, dans le fond, ce qui a été débranché. Maintenant, de ce qui est débranché, je suis convaincu, comme Gabriel, qu'il y en a encore beaucoup qui l'est toujours. C'est du matériel qui est de plus vieille génération, puis ça fait du sens aussi d'un point de vue économique, parce qu'en Chine, les tarifs étaient extrêmement, stupidement cheap, au point où est-ce que ça faisait pas de sens économique pour eux d'acheter des machines de nouvelle génération. Donc, on le sait qu'en Chine, c'était mainly du S9 puis du L3 de connecter. Présentement, ce qu'on voit, donc on s'attend à ce que ces machines-là se fassent reconnecter, mais on voit un peu un trickle down vers les particuliers. Donc, on voit de plus en plus de particuliers brancher 1 ou 2 S9 justement dans une shed à la maison, des choses comme ça, ou carrément aller undervolter la machine et la mettre dans la maison ou dans le garage pour, par exemple, encore une fois, un peu comme le hangar, faire sécher la neige du véhicule, tout ça. Il y a des exemples très, très concrets, ça arrive en ce moment, au moment où on se parle ici au Québec. Donc, je m'attends à voir, dans le fond, ce hash rate-là revenir, mais de manière extrêmement tranquille, dans le sens que, ouais, c'est ça, progressif, dans le sens que les S9 en tant que tel, c'est plus ça qui va faire bouger l'aiguille. Puis, c'est les particuliers aujourd'hui qui connectent des S9, c'est pas les opérations mining. Les opérations mining, les S9, c'est fini. Ils sont en train de finir de les débrancher, ceux qui en ont encore. Puis, ben, c'est ça. Donc, ce cycle-ci est plein d'inattendus. Particulièrement avec le supply de ASIC. Juste pour donner un exemple, là, on parle de notre centre de réparation également. Quand il y a 1 an, quand on a démarré là, vraiment en masse le service de réparation, il y a certaines chips qu'on acquérait là, pour 10 qu'aujourd'hui j'acquiers pour 35 Donc, on parle de 350 % de hausse dans les semi-conducteurs. Donc, c'est pas juste l'inflation. Là, il y a aussi le phénomène de demande, dans le fond, pour réparer les machines, etc. Puis il manque de supply, donc il y a l'offre et la demande. Mais il y a aussi, en plus, là-dedans, for sure, le principe d'inflation, parce que les gens, ça vaut plus la peine de prendre tes dollars, acheter ces chips-là, que tu sais qu'il va y avoir un manque pour. Les manufacturiers, même s'ils veulent et qu'ils mettent l'argent pour, ils ne recevront pas ces chips-là avant des 6, 7, 8, 9 mois. Puis dans le mining, ben, tout est une question de timing. Donc, si tu as une machine en ce moment qui a des chips de pété, ça vaut beaucoup plus la peine de la faire réparer le plus rapidement possible, de la remettre en marche, justement pendant qu'il y a encore cette anticipation de lag dans l'augmentation de la difficulté.
Très intéressant ce que vous dites là avec les problèmes de supply chain. Là, justement, ça va être ma prochaine question. On sait que la majorité des chips sont produits en Chine, mais là, je sais que Blockstream a démarré un projet pour les produire aux États-Unis. Je ne sais pas exactement l'histoire derrière tout ça. Est-ce que ça vous inquiète par rapport à vos industries? Moi, personnellement, je pense qu'il y a de plus en plus de tensions là, à un niveau macro-politique. Donc, peut-être les relations éventuellement avec la Chine pourraient être coupées ou justement, sachant que les chips sont très importants pour plein d'autres industries, ça pourrait être facile pour la Chine de restreindre l'approvisionnement des chips pour certaines parties du monde. Donc, comment vous percevez tout ça? Est-ce que vous avez des plans pour vous y préparer? Est-ce que vous êtes confiant dans les manufacturiers américains qui pourraient fournir la demande? C'est quoi la dynamique de tout ça, selon vous? Là? Ben, dans le fond, Blockstream, je ne sais pas avec quelle fonderie ils vont faire affaire. Puis c'est ça le truc hein, avec l'Amérique du Nord au complet, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fonderie d'importance. Il y a Global Foundries là, qui sont là, qui sont essentiellement le AMD là, des fonderies. Ce que je sais aussi, c'est que bon, dans les plans de relance de Biden, il parlait beaucoup justement du focus puis de peut-être même faire des subventions dans des fonderies. Il y a Jack de Twitter aussi qui est plus chez Twitter, mais aujourd'hui de Square, etc., qui parlait aussi là, beaucoup de mining, d'involvement là-dedans, puis de la dépendance justement au matériel fabriqué en Chine. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est propre à l'industrie du Bitcoin. Je pense que ce stress-là, il est ressenti dans les industries de tout l'Occident. Tout le monde voit ce qui se passe. Puis, comme tu le dis, il y a de l'envenimement, comme par exemple la Chine qui ziote beaucoup Taïwan. Ces choses-là, c'est hyper inquiétant, mais ce n'est pas inquiétant pour Bitcoin, c'est inquiétant pour tout. C'est juste une énorme dépendance. C'est une énorme erreur qu'on a fait de dépendre autant d'une seule nation, dans le fond, qui en plus n'a pas un track record qui est extrêmement beau. Donc, c'est sûr qu'il faut que ce soit adressé. Est-ce que ça va être adressé des manières qu'il le faut puis que je juge idéal? Peut-être pas, mais je pense que il y a un willing politique, en tous les cas, très important, de nations très importantes qui ont les moyens, ou du moins, en tous les cas, sur papier, là, qui ont les moyens de faire ce genre d'investissement d'infrastructure qu'il faut faire pour réduire notre diminution, pour réduire, notre dépendance sur la Chine par rapport à tout ça. Mais je pense vraiment pas que c'est propre à nous. Là. Je pense que c'est propre essentiellement le monde entier qui va s'électrifier. On parlait tantôt de l'électrification. Même pour le Québec, c'est des mauvaises nouvelles. Si on veut des véhicules électriques, ça prend des chips. Bientôt, ils vont vouloir implanter des chips dans les humains aussi, fait que ça fait beaucoup de chips. Ouais, ça c'est une autre discussion. Je pense qu'on pourrait partir pour des heures. Ouais, c'est une joke. J'ai quelques petites questions encore, là. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Là. Je sais, Jonathan, tu m'as dit, d'ailleurs, pour ceux qui écoutent, qui ne voient pas la vidéo, Jonathan, derrière lui, un paquet de ASIC à réparer. Tu avais dit combien? 800 ASIC à réparer. Au moment où on se parle, on doit avoir environ 20 techniciens qui travaillent présentement sur plancher, qui réparent des boards puis des machines. Puis au total, on doit avoir environ 800 ASIC qui sont unboxed, démontés, les hashboards à l'extérieur qui attendent d'être réparés. Donc, ça démontre un peu l'argument que le mining ne produit pas beaucoup d'emplois, je pense. 100%. Je pense que vous savez qu'ils n'ont pas raison, non? On s'en fait une grande fierté. De démonter cet argument-là. Est-ce que vous avez des postes à combler en ce moment ou pour l'instant vous êtes correct ou c'est vraiment selon c'est une croissance organique, c'est en boom? Comment s'est déroulée la croissance de votre entreprise? Présentement, on cherche surtout du côté des techniciens électroniques. On aurait encore un poste à combler au moment où on se parle, donc le 14 décembre, on aurait un poste à combler aussi en termes de manutention. On parle plus de justement des assemblages des machines, les tester parce que tout ce qu'on répare évidemment passe au quality control. Ouais, il y a toujours des postes à combler. Super, ceux qui écoutent et qui sont intéressés, je vous invite à appliquer. Absolument. Dernier petit point, vous avez parlé de home mining. J'ai vu beaucoup de projets justement il y a le Black Box là, de Steve Barbour chez Upstream Data. De Steve Barbour qui dans le fond, c'est quoi le concept? C'est que tu mets tes machines là-dedans, ça réduit complètement le son, ça rend l'expérience plus agréable, puis la femme ne chiale pas.
Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez des projets par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous voulez amener, démocratiser le mining plus. Donc, rendre le mining plus agréable, c'est peut-être une solution. Vous avez des pensées par rapport à ça ou c'est-tu vraiment juste plus un gadget selon votre expérience? Effectivement, c'est quelque chose qui nous intéresse, les solutions de home mining, parce que, comme Joe disait plus tôt, c'est pas toujours évident de le faire à la maison, surtout avec du ASIC. Puis, ben, comme tu l'as mentionné, moi aussi, je fais un peu la joke parfois que, il faut qu'on trouve une solution qui est girlfriend-proof, que dans le fond, la copine, elle va accepter que tu installes ton miner. Donc, il te faut une solution qui est, au moins au niveau du bruit, qui est acceptable. Puis, j'ai pas essayé personnellement le black box de Upstream Data, mais ça me semble une très belle, très, très belle solution. Sinon, il y a des solutions d'immersion aussi qui sont possibles, qui réduisent complètement le bruit. Donc, il y a différentes possibilités dans dans ce genre de ligne d'idées-là. Il y a toujours, comme Joe disait, plutôt l'idée de downclock tes machines pour diminuer, dans le fond, le bruit. Mais ça, c'est rien de mieux qu'un band-aid, là, en fait, là. Ça fonctionne, puis je l'ai fait moi-même chez moi pendant des années, mais c'est fatigant, t'sais. Puis quand les gens viennent à la maison, ben, ils te demandent de fermer parce que ça gosse, t'sais. Fait qu'il faut des meilleures solutions, effectivement. Puis je suis un peu impatient, dans le fond, d'essayer la solution de Steve, d'Upstream Data. Ça ressemble, ça a un beau outlook. Fait que j'ai hâte de l'essayer pour moi-même, mais j'ai pas de commentaires à faire là, comme je l'ai pas utilisé encore. Peut-être Joe, tu as autre chose à dire? Non, je seconde complètement ce que tu dis. Je trouve que Steve, il est définitivement, c'est un gars bright. Il y a des belles solutions dans l'espace. Définitivement, là, les gens ils devraient aller voir, faire un tour sur son site web, upstreamdata.ca. C'est un OG, comme on dit. Puis, son Black Box, là, il est super intéressant. J'ai hâte de l'essayer moi-même également. Il est explosé de demandes pour ça. Je sais qu'il y a des centaines de box à shipper. Effectivement, on regarde aussi les solutions d'immersion, tout ça. Il y a beaucoup de chemin qui est en train de se faire dans ces solutions-là. Donc, je sens qu'il y a beaucoup de ASIC qui vont tomber dans les mains de particuliers dans les années à venir. Excellent. Moi, dans ma tête, on a fait quand même le tour, là. Je sais que vous avez beaucoup de travail. Donc, peut-être si vous voulez répéter votre offre de service plus récapitulée pour ceux qui sont intéressés à faire du mining, qui ont déjà des mines, qui ont déjà des machines à réparer peut-être. Donc, si vous pouvez juste récapituler votre offre de service là, Yes. pour ceux qui écoutent. Notre petit shield de fin de podcast. Alors, les gens qui veulent voir notre offre de service peuvent aller toujours sur dcentral.tech, d-central, central.tech, T-E-C-H. On offre, dans le fond, de la consultation, de la conception de mines, de la maintenance des mines. On fait la réparation de votre matériel de mining. On fait de l'hébergement. Malheureusement, on est au cut-off et plus encore. Là, on a des mégawatts de demandes de particuliers qui veulent brancher des 2-3 machines en ce moment, puis plusieurs mégawatts, là, au nord des 5 mégawatts de demandes comme ça. Donc, il y a définitivement un gros intérêt qui vient de la part des particuliers. On travaille fort à ce qu'au niveau d'ici au Québec, on puisse faire nos expansions. Et puis, si ce n'est pas au Québec, on va quand même continuer à étendre notre offre de service ailleurs dans le monde, dans d'autres hubs, puis s'assurer là, que tout le monde ait accès à ce genre de service-là. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de l'éventail qu'on offre. Yes. Comme Joe dit, si je peux rajouter, pour le hosting, pour l'hébergement, pour le mining directement, là, on est plein. Par contre, comme je disais plus tôt, avec les nouvelles d'Hydro-Québec, on est à la recherche d'énergie puis de possibilités d'expansion pour 2022. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, ça serait peut-être le temps. Comme Joe dit, on a une bonne liste d'attente, mais je pense que si vous voulez avoir votre place potentiellement au Québec en tant que petit miner, en tant que particulier, c'est peut-être le temps de vous mettre sur notre liste d'attente pour améliorer votre chance que au moment où on est la mine de près, on est la nouvelle électricité, mais qu'on puisse vous contacter et que vous puissiez avoir accès à de l'énergie pour miner avec vos machines, en fait. Puis j'ajouterais une dernière chose, si tu me permets, même mieux encore pour la décentralisation que nous qui héberge vos machines, c'est rejoignez-nous pour une conception de mine. On aimerait bien mieux, dans le fond, avoir 100 personnes qui nous rejoignent pour
concevoir un mégawatt que de recevoir 100 demandes de placement de 2-3 machines. Ces projets-là sont de un beaucoup plus excitants, puis de deux vont avoir pour le bénéfice du réseau complet, avoir beaucoup plus d'impact positif. Donc, c'est le genre de choses qu'on aimerait beaucoup voir. Puis, c'est maintenant que ça se joue. Donc, si jamais vous voulez une mine au Québec, c'est maintenant. Super. Puis en joke, là, Gab, tu as une casquette de Decentral, donc vous vendez des casquettes aussi, j'imagine. Très certainement. Des casquettes, puis on a même une ligne de linge aussi. Donc là, vous pouvez voir le Rabbit Hole. Donc, si jamais vous voulez commander du linge qui sont à thème Bitcoin, vous pouvez le faire sur notre site également. Là. Really nice, really nice. Bon, ben, merci beaucoup, les gars. Je suis vraiment content que vous avez survécu tout ce qui s'est passé au Québec, d'avoir une expertise autant profonde et passionnée là, autour du Bitcoin. C'est absolument fascinant, puis je suis vraiment content pour vous. J'espère que vous allez continuer votre croissance jusqu'à 100 MW, 1000 MW un jour. Donc, merci beaucoup encore d'avoir participé au podcast. Merci de nous avoir eu, Stéphane.